Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, c'est transmettre aux plus jeunes qui souhaitent se développer. Mais c'est aussi et surtout profiter de milliers d'événements. Adhérer à la Fédération française de cyclotourisme FF Vélo, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages de formation dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors, êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, je vous invite à aller sur le site ffvélo.fr et rejoindre la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Il y a un moment particulier dans la vie d'un cycliste. Au début, on roule simplement parce que ça fait du bien. On sort quand on a le temps, on découvre les routes, on allonge un peu les distances. On se dit parfois, tiens, je pourrais peut-être tenter ça un jour, une compétition, une épreuve de mettre un dossard. Et puis un jour, quelque chose change. Une inscription à une cyclosportive, une randonnée un peu plus ambitieuse, un défi que l'on s'est promis de relever, une date apparaît et à partir de ce moment-là, le vélo ne se vit plus du tout de la même manière. Les sorties prennent un sens différent. On commence à penser aux semaines qui passent, on se demande si l'on en fait assez ou pas assez. L'entraînement devient un peu plus sérieux, un peu plus engagé. Et c'est exactement de ce moment-là dont on va parler avec Loïc pour le podcast Tous en selle, le moment où l'objectif devient réel et s'entraîner ne consiste plus seulement à rouler, mais à se préparer. Loïc, notre coach, va m'accompagner dans cet épisode. Alors, à vos marques, prêts, toutes et tous en selle. Et donc, pour cet épisode sur le thème quand les objectifs deviennent réels, je suis avec Loïc, notre coach officiel. Salut Loïc. Salut. Comment ça va? Arnaud. Ça va T'es en très forme? bien. Ouais, ça va, et toi? Bon, moi ça va bien, ça va bien. La première question que j'ai à te poser, Loïc, c'est toi qui coaches beaucoup de personnes, quelle différence tu vois quand un de tes coachés t'annonce qu'il a dans son calendrier fixé une date, qu'il a un objectif, qu'il va faire sa première course, ou en tout cas qu'il a un objectif dans l'année fixé dans le calendrier? Qu'est-ce que ça change dans le plan d'entraînement? Alors déjà, il y a deux situations. Il y a souvent les nouveaux qui m'appellent en amont de cet objectif. Donc, là, tu dis les nouveaux, c'est-à-dire que des gens que tu ne connaisses pas qui t'appellent en disant voilà, j'aimerais être coaché. Quasiment systématiquement, c'est les personnes qui se donnent un objectif, qui se disent bon là, pour ça, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis il y a les gens que j'entraîne depuis longtemps qui, on va dire, à un moment donné, finissent leur objectif, ont un moment de vide et après reprennent. C'est deux cas différents parce que souvent, le nouveau, il est dans une démarche nouvelle qu'il ne connaît pas et donc il a une approche beaucoup plus il est plongé dans l'inconnu sans savoir exactement ce qui va se passer plus tard et donc il a un stress qui est un peu plus important et puis après il y a ceux que j'entraîne depuis longtemps, eux qui sont déjà dans une démarche connue et qui vont poser de suite les bases, les basiques nécessaires à ce type d'engagement. Mais est-ce que tu constates qu'il y a un avant et un après? Alors là, je vais parler des personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais eu de plan d'entraînement, ou même qui ont un plan d'entraînement, mais qui ont un plan d'entraînement, comme moi par exemple, où tu me fournis un plan d'entraînement, j'ai pas d'objectif particulier, mais j'ai besoin d'avoir un plan d'entraînement pour structurer mes entraînements, savoir que quand je vais faire 1 heure, 1h30 ou 2 heures, je vais pas juste pédaler comme ça, mais je vais avoir un programme et le temps passe beaucoup plus vite. Est-ce que tu constates un changement avant-après? Parce que généralement, quand on n'a pas d'objectif et qu'on a du temps pour rouler ou qu'on s'organise pour avoir du temps pour rouler, on part rouler, tu vois, sans forcément avoir de pression. On écoute très souvent son corps quand on n'a pas d'objectif, alors que quand on a un, on se fait peut-être un peu plus mal sur certains efforts. On a du mal à se projeter. Et puis, quand la date se positionne dans le calendrier, déjà, psychologiquement, il y a un engagement qui est en place, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que 90, voire 95% de tes coachés, et peut-être même des gens qui nous écoutent, ont tous un job à côté. Donc, qu'est-ce que ça change dans la charge mentale? Tu vois, parce que là, la semaine, une journée passe très très vite, la semaine passe très très vite, les mois passent très très vite. Et donc, il faut caler l'entraînement dans tes activités classiques, le professionnel, le familial, le social.
Qu'est-ce que tu constates au niveau de la charge mentale ? Alors, je vais reprendre mes deux cas. Le premier, et je vais prendre les exemples de cette année. Cette année, il y a une étape du Tour qui est extrêmement difficile puisqu'il est annoncé 5004 ou 5003 de D+. Encore plus que les années passées. Encore plus que les années passées. Voilà, c'est une petite marmotte. Enfin, c'est une marmotte avec un col en plus. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, les nouveaux qui m'ont appelé pour ça, ils sont engagés en disant bon là c'est dur, je vais prendre quelqu'un. Mais par contre souvent ils se rendent pas compte dans quoi ils sont lancés. Et j'en ai beaucoup qui au bout de 2-3 mois se disent mais là c'est dur en fait au niveau familial, au niveau professionnel, de tout caler. Oui, parce qu'un plan d'entraînement c'est pas juste des kilomètres, des watts, du dénivelé. C'est structurer son agenda. C'est on le dit souvent en ultra distance notamment, c'est faire un deal avec la famille, parce que ça va prendre du temps. Donc oui, il n'y a pas que 2 heures, 120 bornes et 320 watts en FTP. Non, c'est une organisation dans son agenda. Souvent, quand l'objectif est disproportionné par rapport à ce qu'on a fait avant, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en fait, on ne s'imagine pas l'implication qu'il faut y mettre physiquement, mentalement, mais aussi familialement pour remplir l'objectif. Et c'est là souvent qu'on rencontre les premières difficultés. Et c'est souvent la famille. C'est le temps que tu y consacres. Beaucoup, ils s'entraînent une fois dans la semaine et le week-end une fois. Mais quand tu prépares ce type d'épreuve, c'est pas possible en fait. Non, il faut un minimum. Alors moi, je m'adapte quand même souvent. Je m'adapte tout le temps aux gens, mais il y a un minimum. Quand tu prépares ce type d'épreuve, tu en as pour 8 heures de vélo, 9, 10 pour certains. Tu peux pas t'entraîner 2 heures et y aller par 2, 3, 4 heures par semaine et y aller comme ça, la fleur au fusil, ça passera pas. Surtout qu'il y a des délais à respecter. Oui. Voilà. C'est pas le manque de motivation généralement qui bloque, c'est le manque de bande passante. C'est ça. Bande passante dans la semaine. Et est-ce que tu constates effectivement des gens qui s'engagent comme ça, qui positionnent dans l'agenda, dans l'année, un objectif ? Est-ce que tu constates quand tu lances ton plan d'entraînement des gens qui te disent laisse, finalement je pourrais pas, c'est pas possible, donc j'arrête, ou alors est-ce qu'on peut l'organiser différemment ? Alors, est-ce qu'il y a des pivots, tu vois ? Je vivrais ça comme un échec parce que mon but c'est justement d'y arriver. Donc c'est là où l'accompagnement il prend vraiment tout son sens. C'est pas que dire tu fais ça, non, c'est discuter, réfléchir ensemble à des solutions pour pouvoir justement répondre aux besoins minimums à la préparation. Donc à l'étape du Tour, voilà, si j'ai 4 heures par semaine, moi à l'entretien j'explique qu'il va falloir un petit peu plus. Si je peux mettre un peu plus que par période, ça suffira et je m'adapterai avec ça. Mais en tout cas il faut absolument y aller main dans la main parce que en fait souvent les entraîneurs ils font ce type d'erreur, c'est il faut faire ça, si tu fais pas ça tu vas pas y arriver. Non, mais sauf qu'en fait il y a des gens ils peuvent pas faire ce qui est la théorie, donc il faut s'adapter et proposer autre chose. Et pour les gens que j'accompagne, donc le deuxième cas, c'est une petite anecdote qui est assez marrante. Ceux que j'accompagne depuis longtemps, ils t'expliqueront que j'ai une petite spécificité, c'est que chaque année ils font un truc un peu plus dur que l'année d'avant. Et à chaque année, ils me demandent si c'est possible. Et chaque année, je dis oui. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que tout est réalisable. Simplement, c'est qu'est-ce que tu mets à disposition pour le réaliser. Et à partir du moment où j'explique ça aux gens, c'est vrai. Donc, on a des gens qui ont commencé par faire débuter le vélo à faire des courses UFOLEP et qui finissent par faire de l'ultra-distance, ou certains qui ont commencé à faire des S et maintenant qui font des Ironman, tu vois. Mais dans leur esprit, ça paraît fou. Alors, si tu suis un process et que tu mets l'implication, tout est réalisable. Et dans ta réponse, tu disais de s'adapter justement, ça m'amène j'accélère un peu dans mon fil conducteur de l'épisode, mais je trouve qu'il y a un débat central, c'est quand on se lance comme ça dans un objectif ou qu'on pose une date dans le calendrier, qu'est-ce qui doit s'adapter à quoi ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est ton entraînement qui doit s'adapter à ton agenda, ta vie professionnelle, personnelle, sociale, ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que c'est les autres qui doivent s'adapter à ton entraînement ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment quels conseils, toi, tu peux donner aux gens qui nous écoutent, qui ont un plan et qui ont du mal, ou qui culpabilisent quand ils vont s'entraîner, de ne pas être en famille, de ne pas être avec leurs amis, ou de laisser un dossier de côté alors qu'il a bossé 10 heures dans la journée, et qui n'ose pas et qui culpabilise de se consacrer 1h30 à son entraînement.
ou alors est-ce que tu leur dis, c'est un deal de 6 mois, 8 mois, c'est pas toute la vie, ça va durer 6 à 8 mois dans la préparation, il faut s'y engager à fond. Ma question tourne autour de justement, c'est qu'est-ce qui doit s'adapter à quoi ? Est-ce que c'est ton entraînement qui s'adapte à ton agenda ou est-ce que pendant une période donnée, c'est ton agenda qui doit s'adapter à tes entraînements ? Parce que ça génère beaucoup de culpabilité et la charge mentale dont on parlait au début. Et j'entraîne beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc, du coup, ta question, elle me parle. Voilà. Oui. Et en fait, je ne vais pas te dire il faut l'un ou l'autre. Je pense que c'est un équilibre. Il faut savoir... il faut prendre conscience du défi dans lequel tu t'es lancé. Souvent, les gens que j'ai entraînés, qui ont des grosses responsabilités, ont des agendas surbookés, mais avec l'objectif qu'ils se sont fixés, ils doivent prendre conscience que l'agenda, il doit s'adapter aussi à ça. Donc, c'est une discussion que tu as en amont. Si la personne a dit « non, mais c'est pas possible », tu lui dis « c'est pas possible, vous n'y arriverez pas ». Donc, il y a des épreuves comme ça qui sont plus compliquées à préparer. Par exemple, si tu veux faire sans parler de compétition, mais si tu veux faire un voyage en bikepacking en une semaine et tu veux faire, 6000 km, c'est compliqué si tu n'as pas de temps à y consacrer. En tout cas, il faut que l'agenda il s'adapte en partie à ton épreuve, mais pas trop, parce que trop, ça rajoute une charge mentale trop importante. Il faut en fait, tout est dans l'art de réussir à glisser les choses avec le moins d'impact possible sur tout ce qui t'entoure. D'ailleurs, sur le travail, sur la famille. Donc, les chefs d'entreprise, souvent, c'est le travail qui est plus compliqué. Parce que, tu vois, ils ont les trucs... Surtout... Ils ont une pression de résultat aussi, du chiffre. Tu vois, c'est ça, les pressions. Et puis, les rendez-vous qui s'allongent et les imprévus. Donc là, souvent, il faut organiser les choses et mettre des règles. C'est-à-dire que quand tu dis, le mardi, je fais 2 heures, je bloque dans mon agenda. Quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui se passe. S'il y a un truc, il faut que ça se fasse faire avant ou après. Le mieux, c'est de commencer le matin, en premier. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème. Tu n'ouvres rien, pas de téléphone, tu commences de 9h, de 8h à 9h, j'en ai qui font même de 5 à 6. Oui, voilà. c'est possible. 5 à 6, mais voilà, toi, comme ça, t'es réglé toute la journée. Après, tu n'as plus de culpabilité. Pour la famille, c'est plus compliqué. Pour la famille, comme tu disais, c'est un deal. Mais tu as dû connaître ça, parce que toi, tu as fait des choses... C'est bien pour ça que j'en parle. C'est qu'il faut que ça soit un deal familial. C'est sûr que sinon, tu culpabilises quand tu vas t'entraîner les dimanches. Moi, quand je préparais les États-Unis et d'autres objectifs, mais quand tu pars t'entraîner, que tu décides, parce que tu bosses la semaine, de planifier ta sortie de 500 bornes le week-end, oui, le dimanche, t'es pas là à manger la galette des rois avec la famille ou avec les amis. Tu vois. Comment t'as fait quand t'as fait le Tour de France en vélo, là, le Tour de France du randonneur c'était pour battre le record ou Non, le record c'était La Rochelle-Genève. Ouais. Enfin, Saint-Julien-Genevois et Dunkerque-Marseille. Et le Tour de France donc du ça, randonneur, c'était court, on va dire. Parce que c'était une période en plus un peu particulière. Mais le Tour de France randonneur, c'était à la sortie du Covid. Ouais. Et on a mis avec Jeanlin 21 jours non-stop avec une moyenne de 250 ou 260 km par jour. Comment t'as dealé avec ta femme et tes enfants pour dire je m'en vais 21 jours? Bon, là, j'ai beaucoup de chance. Là, je reconnais après coup et des années plus tard que j'ai beaucoup de chance. Voilà. J'avais 2 enfants en bas âge, sortis du Covid, et en fait, je devais à la base partir faire la TCR à la base. Hein. La TCR a été annulée. Donc c'est une course. Donc c'était, c'est la TCR et la Transcontinental Race, c'est une course d'ultra-distance en Europe qui fait 4000 bornes. Et je la préparais, je devais enchaîner derrière avec j'avais la Transsibériane qui n'existe plus maintenant, qui consiste à traverser la Russie, 10 000 bornes, et c'était au mois d'août. Et j'étais le Français qui avait été sélectionné, parce que c'est un participant par pays. Et l'organisation m'avait sollicité pour que je représente le coureur français. Donc je devais enchaîner TCR fin juillet, et tout ça pour faire le tour du monde derrière. Tu sais, je devais partir pour battre le record du tour du monde, ce qui ne s'est jamais fait avec le Covid, puis la guerre, et voilà. Et en fait... c'était un deal, c'est-à-dire que je m'étais mis dans ce process-là où pendant 2 ans, j'avais 2 ans pour préparer ce tour du monde. Donc toi, t'as pas fait un deal de 6 mois, t'as fait un deal de 2 ans. Non, mais le projet devait durer. Après, il y a des phases. Et puis aussi, c'était, moi, mes projets sportifs n'ont jamais été mes priorités. C'est-à-dire que ce projet sportif-là était dans une fenêtre professionnelle où j'étais sorti de mon job. Et donc, j'avais du temps pour ça. Voilà.
Donc, c'était totalement différent. Et je pense que d'ailleurs, la RAM en 2015 était un deal, parce que là, je travaillais. D'accord. Et donc, là, c'était pendant 6 mois, je prépare cet objectif, et ça te donne d'autant plus de motivation pour terminer quand t'es pas bien ou quand t'as mal, ou voilà. Donc, tu vois déjà dans ton expérience qu'il y a des différents cas. Il y a 2 choses différentes, et c'est pour ça que je pense que quand je te pose la question entre qui s'adapte à quoi, je pense que quand c'est ta vie qui s'adapte à l'entraînement, je pense que ce ne sont pas c'est pas pour les amateurs ou les gens qui ont un job à côté. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui veulent se donner la chance de devenir professionnels ou qui sont professionnels ou qui sont sponsorisés pour avoir des résultats. Bon, ces gens-là, les horaires sont bloqués, ils peuvent aller s'entraîner de 14 à 16, de 10 à 12. Leur alimentation est millimétrée, leur récupération est millimétrée. Ce qui est tout l'opposé de l'entraînement qui s'adapte à ta vie, où là, il faut accepter que les 2 heures que tu as prévues de 17 à 19, ce ne sera pas possible parce que ton rendez-vous s'est prolongé, tu l'as terminé à 18. Et donc, il faut aussi avoir quelqu'un pour, à côté de toi, te dire, là, j'ai reçu un message tout à l'heure, j'ai pas pu m'entraîner hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu vois? Mais voilà. Et là, ça arrive. Et là, je trouve que il faut que ça soit... Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un vrai équilibre, parce que ça peut créer de la frustration, et je trouve que c'est là où il y a la frontière avec la bigorexie, des personnes qui ont absolument besoin de s'entraîner, sinon... Ça leur génère un déséquilibre. Sinon, ils sont très, très énervés. Mais si tu veux, ceux-là, ils arrivent à s'organiser beaucoup plus facilement. Par expérience. Les bigorexiques, parce qu'ils sont psychorigides, probablement, ils s'arrêtent à l'entraînement. En fait, ça va créer un tel déséquilibre mental. Ils sont obligés de faire une activité physique par jour. Et donc, du coup, ils s'organisent pour le faire. Oui, mais là, il y a un gros déséquilibre familial, social, professionnel. Certains perdent leur job même. Ou leur famille. Ou leur famille. Mais moi, de ce que tu disais, je pense à un podcast que j'ai fait sur Ultra Talk avec Danny Bonneville, qui est un Québécois, qui est à la tête d'une entreprise de 400 personnes, vers Mont-Tremblant, à l'ouest de Montréal. Et il s'entraîne 25 heures par semaine. Alors qu'il est à la tête d'une entreprise de 4e génération, qui a 400 personnes. Et je lui dis, mais comment tu gères, en fait? Comment tu fais? Et il me dit, c'est simple, c'est dans mon agenda. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est dans mon agenda, et c'est dans mon agenda, je respecte mon agenda. Voilà, c'est ça. Et ça passe, voilà. Et ça passe. Donc je pense que si on peut donner une astuce aux gens qui nous écoutent et qui n'arrivent pas ou qui culpabilisent, il faut être fort mentalement et se dire, voilà, dans mon agenda, j'ai ça. Alors pas mettre des entraînements de 4 heures tous les jours, parce qu'à un moment donné, ça va coincer. Mais si le coach planifie entre 6 heures et 10 heures d'entraînement dans la semaine pour quelqu'un qui a un job à côté, c'est déjà ça va vous permettre d'avoir une bonne forme physique. C'est de respecter ce que vous avez mis dans votre agenda et vous verrez que mentalement, tout ira bien. Mais ça m'amène sur la question suivante, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026 et qu'aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux et qu'on peut avoir cette pression... moderne, on va dire ça comme ça, de la comparaison. C'est-à-dire, alors déjà, est-ce que tu mets toutes tes sorties en privé ou en public quand on a un job et qu'on va s'entraîner à 17h ou qu'on va s'entraîner à 11h30 tu vois, c'est de se dire, ah ouais, mais là c'est 11h30 alors que mes collègues y bossent. Est-ce que je publie ma sortie ou pas parce qu'on va me reprocher d'être m'entraîner à 11h30 Enfin, c'est des remarques que l'on m'a fait, c'est des choses que j'ai entendues. Je connais, enfin, j'ai beaucoup de patrons, de responsables. Comment tu gères ça? Moi, je pense aux gens qui nous écoutent, qui culpabilisent parce que c'est 11h30 alors qu'ils sont levés à 5h, mais c'est 11h30, donc on va dire que, tu vois, ou qui partent s'entraîner à 17h, on va dire déjà 17h, attends, moi je suis au taf jusqu'à 19. Quel conseil ou quel partage tu peux faire sur ça pour que ces gens-là retombent en pression et assument et acceptent ce qu'ils font? Déjà, de ne pas partager. C'est le plus simple. Oui, parce qu'aujourd'hui, la comparaison, elle est permanente. Quel est l'intérêt, de toute façon, de partager? Dans ces cas-là, aucun. Donc, déjà, pas partager. Strava, Instagram, tous les réseaux. Comme ça, il n'y a pas... Parce que si tu as des actionnaires aussi qui regardent et qui disent « Non, mais attends, j'ai mis... » Effectivement, il peut y avoir... Tu parlais de chefs d'entreprise qui sont tes clients.
il peut y avoir des chefs d'entreprise qui ont des actionnaires, qui sont connectés à Strava et qui se disent « Attends, le mec, il va rouler à 17h. » Oui, il peut y avoir des actionnaires mal intentionnés, effectivement. C'est ça. Le salarié, il est cadré, tu vois. Donc, ça arrive moins souvent. Ou alors... avec le télétravail... Voilà. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, t'es en télétravail, tu fais ta sortie à 15h. Avec le home office. Mais bon, si ton taf, il est fait... Tu vois, je sais pas. C'est la pression moderne, si tu veux, ce que je disais. Moi, ce cas-là, je l'ai rencontré que chez les chefs d'entreprise. Okay. Ou certains qui culpabilisaient juste, sans besoin de partager, en disant mais si je vais rouler là, je ne montre pas l'exemple pour des mecs qui c'était pas 400, c'est 4000 à 10 000 personnes, tu vois. Donc bon, déjà pas partager, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de pas dire ça sert à rien. Alors, après, si tu partages, et il y a aussi une autre problématique, c'est de se comparer aux autres. Souvent, les gens, ils se lancent pas tout seuls dans le défi. Tu vois, ils se lancent le défi avec des copains. Et donc là, regarde, lui, il fait ça. Alors ça, je peux te dire, c'est systématique. Donc ça, c'est pareil. Ça, il faut réussir à se détacher parce que chacun est différent et chacun a sa propre vie. Et des fois, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Il y a aussi le dimanche, je vais rouler avec les copains, tu vois. Et là, tu veux montrer que toi, tu as pris un entraîneur et donc tu es un peu plus fort que les autres. Ça aussi, c'est systématique. Ça me fait assez rire, d'ailleurs. Et ça, c'est pareil. Il faut savoir le faire de temps en temps pour se faire du bien, mais aussi par moment se détacher de ça et respecter. Plus tu t'approches de l'objectif, se détacher de ça pour justement rentrer dans les choses plus spécifiques. Et justement, dans le fameux comparatif, donc il y a les réseaux sociaux, effectivement. Donc là, toi, tu conseilles de ne pas poster pour avoir ça. Au niveau de la pression, alors là, c'est autre chose. Là, c'est plus la comparaison dont on parlait, mais plus sur... là, c'est plus du côté psy peut-être, mais la culpabilité, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis, toi, à un chef d'entreprise qui te dit « je culpabilise, j'ai été m'entraîner à 17h ». Alors certes, les gens ne voient pas que le mec, il est peut-être debout depuis 6 heures, que ça fait 4 jours qu'il taffe parce qu'il était sur un salon ou en déplacement. Qu'est-ce que tu peux dire en termes de presque prépa mentale pour que ces chefs d'entreprise ou toute autre personne qui culpabilise parce qu'ils font une sortie qui est dans une tranche horaire entre 9h et 18h, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? Qu'ils prennent conscience que c'est vital pour eux, que c'est vital pour leur santé, mais aussi pour leur capacité cognitive au travail. Et que c'est en partie grâce à ça qu'ils sont performants. Que s'ils ne le font pas, ils doivent en prendre conscience. Et souvent, ils en prennent conscience, ils sont mauvais, tu vois. Donc, du coup, en fait, ça rentre dans ça. Après, par rapport aux autres, je dis comme toi, si tu as commencé à quelle heure et tu as fini à quelle heure ? Et tu travailles le samedi, le dimanche. Et ça, les gens ne le voient pas sur Instagram ou sur Strava. Donc, du coup, tu essaies de leur faire prendre un peu de recul sur ce genre de choses. Mais surtout qu'ils prennent conscience que ça fait partie de leur job. C'est que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas performants. Ils te le disent tous. Ils te disent, à la fin, ils te disent, tu avais raison. Je suis beaucoup mieux comme ça. Voilà. Non, mais moi, j'ai toujours... je me souviens un jour d'une phrase que m'a dit Éric Le Blaché. Alors, Éric Le Blaché, c'est un ancien cycliste professionnel qui était au Crédit Agricole et à la FDJ, qui a gagné des courses professionnelles, notamment la saison belge s'est lancée au moment où on enregistre, et il avait gagné une de ses courses en lancement de saison belge. Et puis après, il s'est mis sur l'ultra-distance. Donc, il a fait beaucoup de trail. Éric, il a fini plusieurs fois l'UTMB. Bon, c'est un guerrier. Et puis, il a fait aussi Race Cross France sur le 2500 km. Et un jour, on discutait, je lui disais, écoute, j'ai de moins en moins de temps pour m'entraîner, j'ai de moins en moins de temps pour rouler, là, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé. Et un jour, Éric m'a dit, Arnaud, fais attention parce que le cycliste qui est en toi fait partie de qui tu es aujourd'hui et ce qui t'a permis de construire tout ce que tu fais. Et à chaque fois que je suis dans des phases où je ne prends pas le temps, je ne dis pas que je n'ai pas le temps, je dis que je ne prends pas le temps de positionner mes entraînements et donc ne serait-ce que de rouler 1h30, souvent par culpabilité aussi. J'ai la phrase d'Éric qui revient et qui me dit « Attention Arnaud, fais attention parce que le vélo fait partie de qui tu es. » Tu vois ? Exactement. Et donc Éric, si tu nous écoutes, sache que cette phrase m'a marqué. Et puis, quelles sont les erreurs justement autour de ça, de l'objectif, de l'entraînement, de l'équilibre ? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ou les anecdotes que tu pourrais nous donner par rapport à ça ? Le surentraînement, tu vois, l'erreur la plus fréquente, le surentraînement, les personnes à qui tu donnes un plan, qui respectent le plan, mais qui en font plus
et qu'il le cache, mais que tu le découvres parce que tu vois que le mec est fatigué. Enfin, tu vois, est-ce que tu as forcément des exemples sur ça? Ouais, j'en ai plein. Alors, très souvent, c'est l'inverse. Je respecte pas pendant le plan comme il est défini. Je trouve toujours une excuse. Et par contre, à un mois de la course, j'en fais 3 fois plus, 3 fois trop, tu vois. Ok. Donc ça, c'est souvent ça. Et donc forcément, tu n'y arrives pas parce que c'est pas possible. Oui, tu arrives fatigué. C'est quoi le risque, sur ça? C'est quoi le risque d'une personne qui est en dessous de ce que tu lui proposes régulièrement et là se dit, dans 1 mois et demi, j'ai l'étape du Tour, donc je vais m'entraîner 2 fois plus. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le risque? C'est l'épuisement mental et le risque, c'est d'arriver le jour de l'épreuve, fatigué mentalement, fatigué physiquement. C'est-à-dire que tu reprends le départ et en fait, au bout de 50 km, tu n'as même plus envie, en fait, tu vois. Tu n'as plus envie, ton corps, il dit non. Mais ça j'ai connu ça. Alors, pas les gens que j'accompagnais, mais des gens qui m'ont sollicité parce qu'ils ont vécu ça. Des anecdotes par rapport à ça. Des erreurs. Souvent, l'erreur, c'est d'arriver avec pas grand-chose. Tu vois. Tu veux dire de lancer... le nombre de gens qui m'ont appelé, qui ont fait un Ironman et qu'en fait, ils n'ont rien fait, c'est énorme, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont lancés parce qu'ils s'étaient donné ces objectifs, ils n'ont pas réussi à s'organiser, et le jour J, ils ont quand même pris le départ, et ils n'ont pas fini, tu vois. Il y en a plein. Mais même un marathon, il y en a beaucoup, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême. On parlait de la comparaison tout à l'heure sur les réseaux, c'est sûr qu'on voit beaucoup les réussites et on voit très peu les échecs. Ouais. Mais il y a beaucoup d'abandons, c'est comme sur les trails, il y a beaucoup d'abandons, il y a beaucoup de blessures, ça on le voit pas forcément. Alors l'autre erreur, c'est s'entraîner malade ou blessé. Mais malade, ça c'est quasiment à chaque fois. Oui, c'est une énorme erreur. Il y a un risque, en fait, je pense qu'il y a un manque d'éducation sur ça. Ouais. Et alors en faisant des podcasts, moi, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué quel était le risque, en fait, cardiovasculaire de s'entraîner avec de la fièvre, de s'entraîner malade. Et en fait, je pense qu'on n'explique pas assez le risque. Moi, j'ai fait cette erreur plein de fois. J'ai pris des risques avec recul. J'ai pris beaucoup de risques pour ma santé en allant m'entraîner malade, mais je culpabilisais de ne pas respecter le plan. Et il vaut mieux ne pas faire sa sortie d'entraînement ou rater 3-4 jours parce que son corps a besoin de se soigner, et puis après, derrière, ça revient. Mais là, cette erreur, moi, je l'ai fait plein de fois. S'entraîner blessé, voilà. Je serre les dents, ça va passer, mais ça passe pas. Et là, généralement, tu prends même pas le départ. Parce que, mais ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chez les coureurs à pied que chez les cyclistes, non? Non. Non, parce que la blessure, tu cours à pied, tu as le choc, mais des échos que j'entends et des podcasts que j'ai pu faire, j'ai l'impression qu'à pied, en course à pied, on s'entraîne plus facilement blessé qu'à vélo, en fait. Oui, mais parce qu'il y a moins de blessures à vélo. Il y a moins de blessures à vélo, effectivement. Il y a moins de choc. Non, mais c'est les mêmes comportements chez les deux. Et l'autre erreur, c'est de vouloir rattraper le temps perdu. On est lundi. La progressivité. T'as dimanche. Lundi à dimanche, on va prendre juste une semaine. Lundi, t'as prévu une séance tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, t'as eu que des soucis, t'as pas pu le faire. Ou tu peux pas t'entraîner en intérieur. Jeudi, tu fais ta séance de lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et ça... Mais c'est des règles de tout, en fait. Mais tout le monde fait ça. Enfin, tu vois, et donc, du coup, c'est toute une éducation à reprendre. En fait, on rattrape jamais ce qui est perdu. On repart sur quelque chose de nouveau en prenant le contexte en reprenant le contexte à zéro parce qu'il a changé. Voilà, tout simplement. Mais souvent, c'est ça. Je cumule. Mais je me retrouvais avec des gens qui n'ont pas fait leur séance de 5 heures et pas 2 heures à pied et ils n'ont pas été nager. Ils font tout en même temps la même journée, tu vois. Alors qu'ils ne s'entraînent pas assez. Voilà. Le cumul, ça c'est intéressant. Et est-ce que tu as des cas, on va faire un épisode qui sortira dans les mois qui viennent sur le comparatif avec les professionnels, mais est-ce que tu as des personnes qui font ces erreurs-là de se comparer? Tu vois, que ce soit sur des watts, que ce soit sur des moyennes, que ce soit sur des plans d'entraînement. C'est-à-dire qu'est-ce que tu as déjà eu des personnes qui t'ont dit, tiens, c'est bon, j'ai trouvé sur ChatGPT ou Internet, j'ai trouvé le plan d'entraînement de Pogacar, je me lance. Alors, de prendre des plans génériques, ça c'est très courant en course à pied, mais ça c'est très problématique parce que dans le contexte dans lequel tu évolues, il est très différent de la façon dont le plan il a été réalisé. Et donc souvent ça amène à la blessure, quasiment systématiquement. Donc de toute façon, c'est très connu en course à pied. En vélo, c'est un peu différent. En vélo, souvent, c'est inadapté, et donc tu cumules de la fatigue
où tu cumules trop d'intensité, et en tout cas, tu le suivras un plan générique que tu trouves sur les plateformes, ça entraîne souvent une désadaptation et pas une adaptation. Et souvent, en fait, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que souvent, j'ai des gens que je récupère qui s'entraînaient. Mais tu vois, au bout de 3-4 mois, ils disent « Oh, j'ai vachement progressé ». Mais moi, j'ai rien fait d'extraordinaire par rapport au temps qu'ils s'entraînent. J'ai juste restructuré les choses pour que leur corps ait le temps d'assimiler ce qu'il réalise. Et souvent, le plan générique, ça pose ce type de problème. C'était quoi déjà la question ? Alors, mais en fait, on va juste... c'était les anecdotes, en fait. C'était les anecdotes, mais toi qui fais de l'ultra, puisque tu es finisher de Race Cross France, notamment 2500 km, tu sais très bien qu'il y a le plan A. Et puis généralement, il ne se passe pas comme prévu. Donc, il faut un plan B et un plan C. Donc, quels sont les conseils ou si un cycliste avait trois questions à se poser avant de se lancer dans un programme d'entraînement, ça serait quoi ? Ou en tout cas, avant de se dire, je vais me fixer un objectif, tu vois ? Je vais faire l'étape du Tour, voilà, ou je vais faire Race Cross Series France, Portugal, ou là, tiens, il y a une course de quartier, un vire-vire qui passe, voilà. En fait, il faut déjà définir le pourquoi je veux faire ça. C'est important. Quel est mon vrai objectif ? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que mon vrai objectif ? Est-ce que c'est finir ? Est-ce que c'est gagner ? Est-ce que c'est battre un temps ? Mais il faut que ça soit personnel. D'accord ? Si je fais ça pour aller faire avec les copains, sans réfléchir à ce que ça m'apporte à moi. Le fameux pourquoi. Le pourquoi. Voilà. Donc là, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'est-ce que je fais actuellement et est-ce que c'est adapté à ce que je veux faire. Et ça... C'est quoi ? C'est combien d'heures que tu seras consacré ? C'est ça qui amène souvent les gens à me contacter. C'est-à-dire que, par exemple, tu es chef d'entreprise, tu t'entraînes 4-5 heures par semaine, tu fais ta petite sortie vélo le week-end et puis la semaine, puis tu te dis j'ai écouté Arnaud et ses podcasts sur Ultra Talk où il est tout sans sel et j'ai entendu les mecs qui faisaient du longue distance, ça me donne trop envie, j'ai envie de tenter de faire la Race Cross France. Mais en fait, là, la personne, si elle est bien câblée, il y en a, ils doivent y aller tout seuls, mais ça, je les connais pas, tu vois. Mais si elle est bien câblée, elle se dit, non, mais par contre, c'est énorme, comment je vais faire ? Tu vois, est-ce que je peux le faire ? Donc, les gens, c'est comme ça que c'est la porte pour me contacter. Est-ce que tu penses que je suis capable de ? Donc, souvent, dans le cas que j'ai expliqué, j'ai dit oui, mais pas tout de suite, tu vois. Donc, on fait par étapes. Mais des fois, il y a des choses plus simples, juste faire l'étape du Tour. Et c'est pareil, comme tu vois, ça dépend de l'étape du Tour. L'étape du Tour de cette année, elle n'est pas accessible à n'importe qui. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui vont nous entendre et qui vont se dire ah ouais, je me suis inscrit à l'étape du Tour. Est-ce que je vais... Là, je vous dis, cette année... C'est pas la même chose. Alors l'année dernière, elle était difficile. Mais oui, tous les ans, j'entends ça. C'est un cran dessus. Tous les ans, j'entends. Ah ouais, elle est plus dure. C'est un cran dessus parce qu'il y a plus de dénivelé. Et surtout, tu évolues à altitude plus élevée. Et donc ça va amener quelque chose. Et donc là, les barrières horaires, je vous dis, il va y avoir quelques surprises. C'est vrai qu'il y a un nombre de personnes non entraînées correctement qui sont au départ de l'étape du Tour. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Alors, ça génère 50% d'abandon. Mais comme le marathon de Paris, c'est tous ces événements-là. On ne voit pas ces gens-là. Non, on les voit pas. Et tu vois, marathon de Paris, c'est 42 km et tous les ans, c'est 42 km. L'étape du Tour, si tu compares, tu vois, les deux et que tu te dis, marathon, étape du Tour, sauf que chaque année, ça peut être différent le parcours. Et là, cette année, c'est un autre game, je vous le dis. Bon, et puis, moi, j'aimerais qu'on aille sur la dimension émotionnel, c'est-à-dire que dans tout est coaché, là on parle de s'entraîner quand on a positionné un objectif dans la saison. Quand je parle du côté émotionnel, alors tout à l'heure tu as un petit peu répondu en disant que tu as certains qui se sont pas vraiment entraînés et puis la date approche et du coup ils rajoutent des entraînements qui n'étaient pas prévus, ils arrivent fatigués. Et est-ce que tu as là aussi des anecdotes, des exemples à nous donner de personnes qui paniquent du style, je me suis pas entraîné ou je suis fatigué, j'y arriverai pas. Comment tu gères la partie émotionnelle avec tes clients sur ça ? Alors, déjà, je n'ai pas la prétention d'y arriver à chaque fois, je te le dis. Souvent, c'est très compliqué parce que je vais te donner des exemples et il y a des gens qui vont se reconnaître. C'est que tout va bien, mais à l'approche de la compétition, émotionnellement, ce que tu ressens t'amène dans une espèce d'anxiété et panique et là, tout part en sucette. C'est-à-dire que le jour J, il n'y a rien qui va, tu vois. Souvent, c'est des troubles gastriques,
j'ai une douleur qui se déclenche la veille ou pendant, ou c'est faire des erreurs que tu n'as pas faites à l'entraînement parce que émotionnellement, tu n'as rien maîtrisé. Et ça, c'est très typique de certaines personnalités. Donc déjà, il faut bien connaître la personne et donc identifier ce type de comportement potentiel et donc le prévenir. Mais des fois, tu n'y arrives pas, en fait, tu vois. Ça, des fois, ça dépasse mes compétences, tu vois ce que je veux dire, clairement. Et ça m'est déjà arrivé. Souvent, en fait, tu retrouves ce cas dans les gens qui sont très rigoureux et qui suivent beaucoup les chiffres, tu vois, et qui n'arrivent pas à prendre de recul sur les choses, tu vois. J'ai fait une épreuve de préparation, d'accord. J'étais pas à la hauteur espérée, mais qu'est-ce que tu espérais, tu vois. Et en fait, souvent, l'objectif, il est pas. Je vais prendre un exemple. Tu veux faire tant de watts sur 2 heures. T'en fais 280 au lieu de 300. J'ai raté ma course. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que tu es en préparation et que tu as eu des séances d'entraînement où tu l'as fait. Mais ça, ce type de procédé, ça te fait rentrer dans un processus qui peut t'amener le jour J à échouer. Et ça, je t'avoue, des fois, je suis démuni face à ça. Et est-ce que tu penses justement de ce que tu me dis ? Moi, je pense à prépa mentale. Oui, bien sûr. Associer. On commence à le voir en ultra-distance. Tu parlais tout à l'heure de la Race Cross France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Race Cross France est une course d'ultra-distance. Et il se trouve que je l'organise parce que je l'ai créé il y a maintenant 9 ans. Et qui consiste à traverser le territoire français qui change tous les ans d'un point A vers un point B. C'est de l'itinérance. Et il y a plusieurs distances possibles, de 200, 300, 500, 1000 à 2500 km. Et Loïc a terminé la 2500 km, donc il sait très bien de quoi il parle. Et effectivement, il y a des personnes qui sont dans ce processus et qui aujourd'hui, maintenant, on commence à le voir, mais grâce à l'arrivée des trailers dans l'ultra-distance, ont un coach pour le vélo, mais ont aussi à côté un coach mental, parce qu'il y a toutes ces questions qui arrivent. Je me suis mal entraîné, je ne suis pas capable, je ne suis pas au niveau de ce que j'espérais, mais qu'est-ce que tu espérais ? Et là, on touche la partie mentale. Donc, est-ce que toi, tu travailles en parallèle avec un coach où tu orientes tes clients en disant ok, c'est bon, tu as besoin d'avoir une prépa mentale, j'ai des contacts, voilà. Est-ce que ça t'arrive d'orienter vers les personnes ? Oui, régulièrement. Et tu penses que c'est, quand tu prends une prépa physique, est-ce que c'est presque indissociable ou ça dépend des cas ? Non, mais parce que en fait, si tu veux, moi j'ai des formations, donc j'ai fait une formation, sauf que des fois, ça sort de mes compétences, tu vois. Oui, parce que la prépa mentale n'est pas être psychologue. Il y a des gens qui ont un vrai problème psy, et là, il faut aller voir un psychologue qui, lui, va revenir en arrière. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait une certification de coach mental, c'était en 2000, il y a très longtemps, et je ne l'ai jamais utilisé, cette compétence-là. Mais j'ai eu cette certification. Le psy va retourner en arrière pour essayer de résoudre des problèmes. La prépa mentale, c'est pas du tout ça. À aucun moment, un coach mental va te poser des questions sur ton passé. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, à un moment donné, tu vois, il y a ce que ta formation que tu as faite, les formations que j'ai fait, ça t'amène à avoir des outils pour. Oui, c'est une boîte à outils. Quand tu vois que tes outils ne sont pas suffisants, c'est là où il faut avoir l'état d'esprit. Enfin, il faut avoir conscience que la personne, tu dois l'orienter vers quelqu'un qui a les outils pour, tu vois. Et donc souvent, comme tu dis, il faut revenir en arrière. Et voilà, moi, j'en vois beaucoup à des psychologues aussi, plus qu'à des préparateurs mentaux. Mais ça m'arrive aussi d'envoyer des préparateurs mentaux. Il faut aussi que la personne, elle soit à même d'accepter ce type de suivi. Donc, tu vois, il y a aussi ce paramètre-là qu'il faut. Ça se fait pas du jour au lendemain, en tout cas. Non, ça se fait pas. C'est un vrai chemin, un vrai parcours. Et quel conseil, on arrive sur la fin de l'épisode, mais quel conseil, toi, ou quel avis tu pourras avoir, Loïc, sur le sujet de cet épisode, c'est s'entraîner quand les objectifs deviennent réels. Il faut pas non plus, parce que là, on a l'impression à travers nos échanges qu'un objectif génère de la contrainte. Est-ce que selon toi, c'est bien, en tant que sportif, en tant que cycliste, à toutes les personnes qui nous écoutent sur le podcast Tous en Selle, mais est-ce que c'est bien d'avoir un objectif parce que ça permet certaines choses, ou est-ce qu'on n'a pas forcément besoin d'objectifs pour avoir un plan d'entraînement, pour suivre
un programme à vélo? Ou est-ce que c'est nécessaire? Ça me fait penser à mon ami Antoine, qui est préparateur mental, justement, et qui déteste le mot objectif, justement pour ça. Parce que ça génère du stress? Parce que c'est une injonction à, tu vois. Et il a raison. Ça, à partir du moment où tu te donnes un objectif, tu rentres dans un procédé où tu vas devoir suivre des injonctions. Et donc, je dois, tu dois, il faut. C'est vrai. Et il a raison. Et ça pose problème. Donc, comment éviter alors? Comment éviter ça? Mais il faut. C'est le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Mais moi, regarde. Aujourd'hui, on me dit, tu prépares quoi? Tu vois, cette année. Ouais, comme tous les ans, j'ai envie de faire la course que je préfère. Mais si tu veux, c'est pas un objectif. Je vais la faire et je vais organiser mon entraînement pour pouvoir la réaliser. Mais je vais pas la réaliser dans l'optique de, tu vois. Donc du coup, si je rate une séance, c'est pas grave. Mais je sais comment je dois faire pour évoluer dans cette course qui traverse la France. Donc alors, et qui dure 6 jours, pour le faire en bonne santé et avec plaisir. Et en plus, souvent les gens qui tu vois, que ce soit à l'étape du Tour, le marathon de Paris, toutes ces courses-là, il y en a que 10% qui veulent faire une perf. La plupart, ils veulent juste finir. Oui, mais leur objectif est de finir. Ouais, mais c'est pas un objectif de juste finir. Ça dépend comment tu le vois, ça. Mais ça, c'est toi qui dis que finir, c'est un objectif. Je veux juste vivre l'événement. C'est pas un objectif. Je veux vivre l'événement. Et donc, vivre l'événement, ça fait partie de le vivre complètement. C'est deux choses différentes. Mais c'est pas un objectif. Être finisher, pour moi, c'est un objectif. Parce que tu sais que tu as un temps imparti. Et que là, c'est pas la notion de plaisir qui vient en premier. Par contre, oui, juste vivre l'événement, ça veut dire que tu sauras t'adapter, il se passera ce qui se passera, tu trouveras des solutions, que tu arrives au bout de 6 jours ou que tu arrives au bout de 9 jours et 23 heures, parce que c'est 10 jours maximum. Ouais, et bien, tu vois, moi, je m'étais, sur les premières courses, je m'étais donné l'objectif de, tu vois. Ah, mais j'ai bien vu, j'ai vu évoluer. Donc, ton dernier finisher et ton premier finisher, il n'y a rien à voir dans la manière dont tu abordes l'épreuve. Mais je m'en suis rendu compte cette année, sauf que tu oublies un truc, c'est que tu as 10 jours pour finir. Oui. Donc en fait, là, en 2022, il me reste 180 km, j'abandonne, et ça faisait 5 jours ou 6 jours. J'avais encore 4 jours pour finir. Je sais. Mais en fait, non, en fait, parce que si je ne m'étais pas donné d'objectif, j'aurais eu le recul nécessaire pour dire, c'est bon, je me repose, je repars dans 2 jours. Alors j'ai une anecdote excellente sur ça. Excellente. On était au Touquet, j'étais au Touquet, à l'arrivée du Touquet, qui était la, 3e ou 4e édition de Race Across France. Et je vois arriver un couple de personnes, 70 ans tous les deux, tu vois, ils viennent me voir. Et il me tend un GPS, un boîtier GPS, en me disant notre fils arrête, il a arrêté, il a abandonné, donc on vous rend le GPS. Alors, je dis désolé, mais il est où là qui est-il et où est-ce qu'il est? Et là, il me donne son nom, prénom, et dans ma tête, tout de suite, je dis mais il était 3e ce matin. 3e de la course, 3e. Oui, mais là, il est tellement fatigué qu'il s'est arrêté dormir dans un champ, et là, il est trop fatigué, il repart pas. Et je leur dis, mais il a 4 jours encore... Il a encore 4 jours pour finir, et il lui reste 75 bornes. Tu vois, quand je leur dis, mais il est où? Il est où? Il est pas très loin, 75 bornes. C'est pour ça qu'on est passé récupérer son GPS et qu'on vous l'apporte. Et j'ai refusé le GPS. Je leur ai dit, vous savez quoi? Il reste 4 jours, il a 75 km à faire. Pour 4 jours, je ne prends pas le GPS, en fait. Donc, vous allez lui ramener, et puis on verra ce qui se passe. Et le soir même, il est arrivé. Vers 21h, il était là, le gars. Bien sûr. Ouais. Tu vois? Alors, je me souviens plus de son prénom et de son nom, il faudrait que je retrouve... Mais c'est exactement ce que tu dis. Il s'était probablement fixé l'objectif de gagner. Ou de faire un podium, et ne pouvant pas, il a dit, c'est mort. Voilà, j'arrête. Mais là, j'en ai un autre aussi, très récent, l'année passée. Un ancien vainqueur, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute, un ancien vainqueur de Race Across France, qui était venu pour se challenger aux jeunes, parce qu'il a gagné des éditions passées, je dirais pas lesquelles, sinon ça serait simple. Et en fait, il est arrivé... à la 2e base de vie cette année, où il était 3e ou 4e, donc très bien classé, mais déjà loin de la tête et surtout épuisé par rapport à la tête de course. C'est-à-dire qu'il avait déjà tout donné, tu vois. Et il a pris la décision d'abandonner. Et je lui dis, mais n'abandonne pas. Même si tu finis 10e, on s'en moque. L'essentiel, c'est que tu finisses. Tu vois, pense aux gens qui te suivent, pense aux gens que tu inspires, pense aux gens qui te suivent via les GPS. Ça va être
Et il m'a dit non, j'étais venu pour gagner, je peux pas gagner, j'arrête. Et tu vois, la notion d'objectif, là, elle est différente. Mais en tout cas, entre toi, la manière dont tu as fait ton premier finisher et ton dernier finisher, enfin, l'année passée, l'évolution du mindset entre les deux, il n'y a rien à voir. Mais non, parce que... oui. Là, l'année passée, tu étais en mode balèque. C'est-à-dire, il se passe quoi qu'il se passe, c'est pas grave. Oui, je suis parti, j'ai voulu tout faire. Tu vois, je pars, je m'amuse, je pars. Si ça tient, ça tient pas, je finirai comme je peux, tu vois. Et puis je découvrirai les nouvelles. Et c'était extraordinaire. J'ai toujours fait au devant de la course. C'est la première fois que je me laissais glisser tous les jours. Tous les jours, je découvrais des nouvelles personnes. Mais c'est incroyable. On se rend pas compte. On parle souvent que des premiers, mais les derniers, c'est monstrueux. Enfin, il y en a, c'est des héros pour moi. Je te le dis parce que. En tout cas, nous on le voit. On est sur la ligne. Les derniers, c'est incroyable. On est sur la ligne du premier au dernier, voire même certains qui arrivent après les délais, qui arrivent le lundi parfois pour certains. Donc on est là pour les accueillir. Et en fait, on se rend compte que plus effectivement tu es sur l'arrière du peloton, plus les histoires sont dingues. Moi, je me souviendrai toujours à Mandelieu, c'était en 2022, je me souviendrai toujours de ces deux coureurs. Alors, c'était pas un duo, mais au fur et à mesure de l'aventure, c'est devenu deux coureurs qui ont roulé ensemble. Et c'était la première année où on inversait le sens. C'est-à-dire qu'on faisait nord-sud et non pas sud-nord. Donc, dans l'ouverture et la fermeture des bases de vie, on était un peu à tâtons, tu vois. Et il se trouve que ces deux coureurs-là ont terminé dans les délais à Mandelieu, avec 4 heures d'avance. Donc, ils sont arrivés à 22h et le délai devait être 2h du matin, sans avoir eu la chance de voir une base de vie ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 5 bases de vie fermées, donc pas de drop bag. Donc les mecs sont arrivés 10 jours après. Avec les mêmes vêtements. Avec les mêmes vêtements dans lesquels ils étaient partis. Alors, j'oserais pas dire que je les ai sentis avant de les voir. Ah ouais. Mais ça, c'est des histoires de dingue. Mais ils m'ont raconté des histoires. Ils sont tombés ensemble avec le vent. Enfin, il y avait des histoires incroyables. Et en fait, il faudrait presque, nous, qu'on ait un micro ouvert et tout de suite qu'on enregistre ça. Alors, on se le dit à chaque fois, mais par manque d'effectifs, on peut pas. Puis, plus l'événement avance, plus il y a de monde sur la route, plus nous, on est fatigués. Et puis, moins il y a de personnes qui sont en capacité de tenir les nuits. Mais il y a des histoires incroyables. Incroyables, je te rejoins. Qu'est-ce qu'on peut donner, Loïc, sur cette fin d'épisode ? Les derniers conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui s'entraînent, ont pris la décision de s'entraîner parce qu'ils ont un objectif, ou alors ils ont positionné un objectif dans l'année et on va devoir planifier un entraînement là-dedans. Alors, c'est le pourquoi. Savoir si notre but est atteignable dans le temps prédéterminé. Est-ce qu'il ne faut pas plus de temps ? Et en découler donc une progressivité pour arriver à ce départ qui nous est important. C'est les trois points les plus importants. Et le quatrième, je dirais, se faire accompagner, c'est toujours mieux. Mais bon, ça, il y a... on le voit de plus en plus. C'est sûr que ça permet, comme tu l'as dit, de prendre du recul et de se laisser guider dans un programme tout en tenant compte de sa forme physique, de son agenda et de la performance de là où on veut aller. Super. Un grand merci, Loïc. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. L'entraînement devient difficile le jour où il devient réel. Pas parce que les kilomètres augmentent, mais parce que l'engagement devient visible. Et à ce moment-là, une règle simple devrait toujours guider les choix. Un plan parfait qui ne rentre pas dans ta vie est un mauvais plan. Quand on regarde les plans d'entraînement, tout paraît très logique. Des blocs, des intensités, des volumes, mais dans la vraie vie, rien n'est aussi simple. Il y a la fatigue du travail, des imprévus, les semaines imparfaites, et pourtant, c'est exactement là que se construit l'endurance. Pas dans la semaine idéale, mais dans la capacité à revenir sur le vélo encore et encore. Alors si vous vous préparez vous aussi, souvenez-vous de quelque chose de simple. Le meilleur plan d'entraînement n'est pas le plus impressionnant, c'est celui que vous pouvez suivre sans abîmer le reste de votre vie. Parce qu'au final, un plan parfait qui ne rentre pas dans ta vie n'est pas le bon plan. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle.